Qu'est-ce qui est arrivé à toutes les personnes qui ont négocié de bonne foi avec ces gens-là? Où sont-ils aujourd'hui? Les Africains, avec le colonialisme, les Indiens d'Amérique, quasiment supprimés, les... comment on appelle ça là? Les aborigènes de Nouvelle-Zélande ou de l'Australie, quasiment finis. Toutes les personnes qui ont négocié dans l'histoire ou qui ont cru négocier de bonne foi avec ces gens-là, c'est eux qui ont disparu. Oui, c'est cette édition qui est la dernière publication il y a 3 heures. Du programme nucléaire iranien, et Natanz, François a raison de le dire, c'est... Merci de nous rejoindre en direct sur LCI, édition spéciale, alors que nous assistons peut-être au début d'une guerre entre Israël et l'Iran. Les sirènes ont résonné en tout début de matinée en Israël, conséquence des événements que nous suivons en direct. Écoutez. Ben oui, bien évidemment. Non mais franchement, ça c'est des trucs qui me gonflent par rapport à l'Occident. Après ce que viennent de faire Israël, au lieu de présenter l'intervention, la chose comme quoi Israël est d'abord parti frapper là-bas, a fait ceci, a fait des dégâts, et surtout notez bien, dans toutes les informations qui circulent là, il n'y a qu'une personne sur Twitter qui a précisé que ils se sont pris, ou Israël s'en est pris, aux réserves de missiles balistiques de l'Iran. Là où ils pensaient que l'Iran entreposait ses missiles balistiques, ils ont visé ça. Mais dans tout ce qu'ils présentent, ils ne présentent pas ça comme l'affaiblissement de l'Iran. Ils présentent ça comme une frappe légitime de Israël par rapport à la menace que l'Iran pourrait atteindre, l'enrichissement, même pas l'arme nucléaire, l'enrichissement du niveau nucléaire possible pour avoir une bombe nucléaire. Donc, on est là dans des possibilités, dans des probabilités, mais pour ça, on a massacré tout un tas de gens avec leurs familles et, soit dit en passant, on affaiblit l'Iran. Comme ça, les prochaines fois qu'on va venir frapper, et là on frappera, puisqu'on sait que vous êtes affaiblis, comme à Gaza, comme au Liban, comme partout, et là il y aura des civils qui vont mourir, ça sera pas grave. Et là, vous avez LCI qui vous présente comme quoi il y a eu l'alerte en Israël. C'est pas on commence d'abord, non, ils ont fait ça et donc maintenant on s'attend, non. On commence d'abord par présenter l'insécurité en Israël avant de présenter la cause de pourquoi il y a insécurité. Donc on est déjà sur la conséquence. La cause, c'est pas très important. C'est la conséquence qui est important. Les sirènes à Jérusalem pour prévenir la population qu'une menace aérienne est en train d'arriver. L'Iran riposte, envoie une centaine de drones sur Israël après une série de frappes d'ampleur sur des sites nucléaires iraniens. C'est en fait la conséquence de discussions sur l'enrichissement de l'uranium iranien qui n'ont pas abouti. L'AIEA sanctionne l'Iran et Israël frappe. Est-ce que c'est le début d'une guerre? Dans tous les médias, il n'y a qu'ici que j'ai attendu que, soi-disant, les discussions entre les Américains et les Iraniens n'ont pas abouti, et deux, qu'il y a une sanction de l'AIEA. Il n'y a que ici. Vous avez vu qu'on a regardé sur France 24, ils ont dit que Donald Trump maintient la prochaine ronde de négociations. Donc ça veut dire que c'était pas fini. Mais ici, avec aplomb, il vient affirmer que les négociations entre les Américains et les Iraniens ont capote. Nous allons revenir avec Grégory Phillips, qui est rédacteur en chef international chez LCI. Bonjour Grégory et bienvenue. Toujours François Clémenceau avec nous, évidemment, notre spécialiste international. Pascal Perry pour l'économie, Soisy Kemener pour les questions politiques. Vous nous direz d'ailleurs, Soisy, comment la France réagit à ce qui est en train de s'écrire sous nos yeux. Partons tout de suite en Israël. Betsabé Salem, vous êtes notre correspondante à Tel Aviv. Nous avons entendu les sirènes à Jérusalem il y a quelques instants. Des drones sont en route depuis l'Iran. À quoi s'attend-on côté israélien ?
Alors selon les estimations ici, ces drones arriveront en Israël d'ici 1 heure à 1h30. Il faut savoir que... Ça fait 3 heures. Ça fait 3 heures qu'il y a eu cette publication. Et nous n'avons toujours pas vu des choses arriver là-bas. Donc soit, comme d'habitude, les États arabes complices d'Israël ont essayé de neutraliser ou ont neutralisé, soi-disant, les drones iraniens qui sont en route pour Israël, soit c'est un mensonge. Que la défense israélienne, bien sûr, s'active pour tenter de neutraliser ces drones, mais plus il y a de drones ou de missiles, d'ailleurs, plus ces interceptions sont difficiles. Il faut souligner aussi qu'à ces drones pourraient se joindre des missiles balistiques, puisque les drones mettent pas mal de temps, plusieurs heures à arriver en Israël, tandis que les missiles, eux, il leur faut 12 minutes à peine. Il est possible que dans tout le reste du pays, on entende ici des sirènes. Les Israéliens qui ont été priés, bien sûr, de rester à proximité des abris, les Israéliens qui n'ont pas le droit de se rassembler dehors, les écoles sont fermées, évidemment personne ne va au travail et on sait que si les alertes résonnent en Israël, eh bien les gens risquent de devoir rester dans les abris beaucoup plus que les 10 minutes habituelles. Ces attaques qui, on s'attend ici à ce qu'elles soient très très agressives et potentiellement longues. Merci beaucoup Betsy. Ben oui, bien évidemment. Ces gens-là, ils vivent dans une psychose permanente. Ils tuent des gens parce que eux-mêmes font, je ne sais pour quelle raison, se sentent en insécurité. Et quand ils vont tuer les gens, ils disent encore plus être en sentiment d'insécurité. Va comprendre. Ils se sentent en insécurité. Ils te tuent. Et après t'avoir tué ou blessé, ils se sentent encore plus en insécurité. Toi, dans tout ça, tu sais juste que voilà, vous vous attendiez pas, mais lui il t'a blessé ou tué sans que toi t'aies eu le temps même de chercher à faire ça. Sabé Salem, notre correspondante en Israël. Je voudrais vous remontrer cette carte de l'Iran. Les sites qui ont été frappés, François Clémenceau, sont des sites stratégiques iraniens. Alors, le premier d'entre eux, c'est évidemment Natanz, qui est le principal site d'enrichissement d'uranium de l'Iran. C'est là où les Iraniens, depuis qu'ils ont quitté le fameux accord de Vienne, ont accéléré leur production d'uranium enrichi en allant jusqu'à 60 à 66%, ce qui les mettait très près de la production de la matière qui permet d'avoir la bombe atomique, qui est à 90% d'uranium enrichi. Les autres sites visés sont des sites, dans le nord-ouest du pays, c'est principalement l'arsenal balistique de l'Iran, c'est-à-dire sa capacité de missiles, et notamment de missiles à longue portée, capables de viser Israël. Et puis après, vous avez, là où ont été ciblés, je crois que c'est à Téhéran, les résidences des responsables, des ingénieurs qui travaillent sur le programme nucléaire militaire iranien, et ensuite d'autres sites militaires qui ont été frappés. Dans l'un d'entre eux pouvait certainement se trouver soit le chef d'état-major de l'armée iranienne, soit le chef des gardiens de la révolution, qui tous deux ont été abattus. Et ça, c'est une information aussi très importante, Grégory Phillips, qui dit l'ampleur de cette opération militaire. Ah oui, vraiment, les cibles sont extrêmement précises et du point de vue... Ben oui, bien évidemment. Ici, comme par hasard, aujourd'hui, on va s'exclamer de la précision des cibles d'Israël. Eh bien, ceux mêmes-là qui aujourd'hui sont en train de s'émerveiller de la précision des cibles israéliens. Si les Israéliens sont capables d'être aussi précis, pourquoi ne l'ont-ils pas été à Gaza? Du point de vue israélien, c'est une réussite. C'est-à-dire que si vous arrivez à aller frapper le général qui dirige les gardiens de la Révolution, vous imaginez l'importance de cet homme au sein de l'organisation militaire du régime. Pareil pour le chef d'état-major des armées, et puis évidemment ce que François vient de présenter, les sites nucléaires, parce que c'est ça l'objectif au final. C'est de démanteler, ou en tout cas de freiner encore un peu plus si c'est possible, ce développement du programme nucléaire iranien. Et Natanz, François a raison de le dire, c'est l'endroit où Téhéran accélère le plus, avec le plus de centrifugeuses, et c'est là où on s'approche le plus de la bombe. Donc c'est pour ça que Natanz est visé.
ce programme nucléaire iranien qui est, selon Israël, une menace existentielle. Ce sont les mots des responsables politiques israéliens. Cette opération militaire pouvait-elle avoir lieu sans que les États-Unis soient mis au courant? Nous sommes en direct des États-Unis avec Thierry Coiffier. Moi, j'aime bien attendre les mots, parce que ce ne sont que ça qui imprime dans les cerveaux des gens. Menace existentielle pour Israël. Israël, depuis que ça a été créé, massacre à tour de bras. Massacre à tour de bras au Moyen-Orient. Et quand vous attendez les plus extrémistes en Israël, ils vous disent que c'est légitime pour eux de faire ce qu'ils font là. Mais c'est les autres qui sont des menaces existentielles à ce que fait cet État depuis sa création. Alors, qu'est-ce que ça aurait été si l'Iran aurait attaqué le premier? Parce qu'à chaque fois que ce pays a subi une attaque, la réponse a été dévastateur pour celui qui l'avait attaqué. Alors, qu'est-ce que ça aurait pu être si l'Iran aurait attaqué en premier? Depuis qu'ils se plaignent que soi-disant l'Iran veut les exterminer ou veut je sais pas quoi, ou l'Iran est une menace existentielle pour eux. Qu'est-ce que ça aurait été la réponse d'Israël si jamais l'Iran aurait attaqué le premier? Imaginez juste. Et notre correspondant sur place, Thierry, que sait-on du niveau d'information de Donald Trump sur ce qui se passe actuellement? Jean-Baptiste, c'est assez surprenant qu'on n'ait pas eu encore de réaction officielle de Donald Trump et de la Maison-Blanche. Pour l'heure, il faut se contenter d'une déclaration qu'il a faite à Bret Baier, qui est un rédacteur en chef de Fox News, et Donald Trump lui aurait dit j'ai été évidemment informé en amont de cette opération, de cette offensive israélienne, qui n'a pas du tout de condamnation évidemment, plutôt une justification, puisqu'il aurait continué en disant que l'Iran ne devait pas posséder l'arme nucléaire. Pour ce qui concerne des réactions officielles aux États-Unis, il faut se tourner vers le secrétaire d'État, Marco Rubio. Là, c'est un communiqué, et là, c'est un peu la même tonalité. Le secrétaire d'État affirme haut et fort que les États-Unis ne sont absolument pas impliqués dans cette offensive israélienne. C'est une action unilatérale, dit le secrétaire d'État. Les États-Unis négocient avec l'Iran pour qu'en cas d'attaque israélienne, l'Iran ne riposte pas, mais quand l'Iran s'est fait attaquer avec consultation préalable des Américains par les Israéliens qui leur donnent les armes pour attaquer les autres, les États-Unis n'y sont pour rien. Il insiste sur la sécurité des troupes américaines, c'est sa principale préoccupation, parce que je vous entendais tout à l'heure en plateau, les bases américaines, elles sont nombreuses, évidemment, au Proche et Moyen-Orient, on pense au Qatar, au Koweït, aux Émirats, et tout cela se situe à moins de 300 kilomètres des côtes, en tout cas des frontières iraniennes. Et la menace, elle est sérieuse, parce que le ministère des Affaires étrangères iranien vient d'affirmer que cette opération israélienne n'avait pas pu se passer sans autorisation ni confirmation, voilà les mots précis, des États-Unis, et que Washington s'expose ainsi à des représailles. Alors on parlait de ces négociations qui avaient commencé entre les États-Unis et l'Iran concernant le nucléaire. Je vous en parlais tout à l'heure en vous disant que j'étais assez sceptique de savoir si l'Iran allait s'asseoir à la table dimanche à Oman. Les États-Unis y seraient prêts. Bien écoutez, l'Iran vient d'affirmer qu'il ne serait pas à cette table de négociation. Merci beaucoup. Mais là, je ne comprends plus. Donc ça date de 3 heures. L'Iran a dit qu'il ne serait plus à la table de négociation. Et tout à l'heure, nous avons lu un communiqué qui disait que les États-Unis maintiennent la table de négociation avec l'Iran. Donc, ils maintiennent ça pour la forme, ou l'Iran prévoit vraiment de s'asseoir et de parler avec eux? Moi, c'est ce qui me préoccupe. Mais comme vous venez de voir ici, eux, tout ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts à eux. Ils savent qu'avec ce qu'ils ont fait là, si l'Iran les attaque, comme l'Iran est affaibli, eux aussi seront profondément affaiblis. Parce que pour reconstruire les bases ou les pertes qu'ils pourraient subir, ce n'est pas en claquant des doigts que ça pourrait se faire. D'autant que l'on sait, sur le plan géopolitique, les Occidentaux sont à un moment où ils sont en fébrilité. Ils n'arrivent pas à refaire leur stock d'armes qui s'est épuisé en Ukraine. La Chine ralentit sur la production de terres rares. Et donc, si jamais tous ces conflits s'enveniment d'un coup, aujourd'hui, nous sommes à un moment où on n'est pas sûr que l'Occident soit en capacité de faire quoi que ce soit.
Dans ce conflit-là, là, au Moyen-Orient, ça peut bien s'embraser et les États-Unis peuvent finir tout leur stock pour essayer de venir en aide à Israël. Et donc, on est dans un moment de fragilité pour les Américains. Si ça s'envenime et que l'Iran commence à taper les bases aériennes tout à temps par Israël, les États-Unis restent les États-Unis, mais ça ne sera pas sans conséquence. C'est qu'ils vont perdre là, ils ne sont pas sûrs de pouvoir le remplacer. Des États-Unis.